Est-ce que c'est bon Très maintenant? bien. Excellent, monsieur K. D'accord. Merci. Ok, très bien. Bien, alors, bienvenue à tout le monde. Je suis vraiment très content d'être de nouveau avec vous. Et aujourd'hui, donc, on va essayer de voir un peu où on en est avec l'intelligence artificielle, bien évidemment, dans le monde, bien sûr, parce que c'est là-bas que ça se passe de toute façon. Mais aussi chez nous, figurez-vous, il y a des choses qui se font chez nous. Donc, c'est toujours assez sympathique de voir que malgré tout ce que nous vivons, malgré tous les retards que nous enregistrons par-ci par-là, ah ben, il y a quand même des choses qui sont en train de se faire dans un domaine aussi pointu que l'intelligence artificielle. Donc, je me propose de suivre le plan suivant, si vous le voyez là actuellement. Donc, je vais faire rapidement un état des lieux un peu de notre numérique, enfin un peu de notre TIC. Je vais parler bien entendu de la cybersécurité parce que vous allez voir que l'intelligence artificielle s'en occupe énormément. Je vais parler bien sûr, je vais introduire l'intelligence artificielle elle-même et faire un peu voir un comparatif entre les deux. Pourquoi la cybersécurité a besoin de l'intelligence artificielle et pourquoi l'intelligence artificielle s'occupe de la sécurité. Pour ensuite voir un peu, essayer de répondre justement à la question qu'on se pose, est-ce que c'est l'intelligence artificielle est un outil ou une menace? Et puis une petite prospective. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'image en haut à droite. En fait, c'est une étudiante, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Fouzia Ajaïla, qui a conçu un petit robot que vous voyez. Donc, c'est dans le corps d'une poupée. Hein, c'est la preuve que c'est vraiment, elle est encore toute jeune, notre petite étudiante. Et elle a muni ce robot, cette petite poupée, d'une intelligence artificielle. Donc, il est capable de danser, il est capable de tenir une conversation et d'apprendre. Donc, voilà, c'est une étudiante de l'université de Tbilisi. Et c'est un projet qu'elle avait développé à l'époque en 2018. Bon, je me suis dit c'est peut-être bon d'en parler pour montrer un peu ce que sont capables de faire nos jeunes chez nous. Alors, ce dessin, il est très vieux. Il date de 1993 et il a été publié à l'époque par le New York Times et qui disait donc deux chiens. Donc il y en a un qui manipule le PC et puis l'autre qui le regarde, qui apprend, et puis il lui dit tu sais sur Internet personne ne sait que tu es un chien. Autrement dit, c'était le début. Imaginez-vous en 93, c'était à peine le début de l'Internet. En Algérie à l'époque, on n'avait pas Internet. Ça a commencé vers 94 et c'était un Internet qui n'était pas graphique, c'était encore un Internet qui était en fait textuel. Et à l'époque, on avait 128 kilobits seconde, c'est bien kilobits seconde dont je parle, hein, qui venait de Turin, d'Italie, pour toute l'Algérie. 128 kilobits seconde, hein, d'accord? C'est-à-dire en fait le dixième du méga. D'accord. Et actuellement, alors ça c'est de moi, un petit montage. Donc vous avez l'autre chien que vous avez vu à gauche qui a grandi et qui voit donc un autre petit chien. Et là nous sommes en 2020, 2021 et puis il lui dit tu sais désolé petit, c'était le bon vieux temps ça. Hein. Avec l'intelligence artificielle maintenant tu dois être toi-même ou être plus créatif. Surtout si tu veux avoir des amis chatbot incognito. Bon, évidemment je fais un jeu de mots sur les chatbots. On va voir après ce que veut dire les chatbots. Hein. Donc c'est juste un petit jeu de mots. Voilà, les chatbots. Là, vous voyez le premier ordinateur. Toujours bon de revenir un peu à la préhistoire pour voir un peu le chemin parcouru. Donc le premier ordinateur, l'ENIAC, du MIT. Cet ordinateur, figurez-vous qu'il était capable de faire à l'époque 5000 opérations seconde. 5000 opérations seconde. Alors vous allez me dire, et maintenant on fait quoi? Alors maintenant on fait quoi? Ben, c'est très simple. Le smartphone que vous avez dans votre poche ou devant vous, il est capable de faire 2 milliards d'opérations secondes de gigahertz. C'est à peu près 2 milliards. Et le plus puissant ordinateur actuellement dans le monde fait 442 000 teraflops, tera opérations si vous voulez. Ça fait quoi? Ça fait 442 000 milliards d'opérations secondes. Vous voyez, de 5 000 opérations secondes, on est passé à 442 000 milliards d'opérations secondes. Alors, bien évidemment, ça c'est la technologie qui avance. Vous savez, il y a une loi de Moore qui dit que tous les 2 ans pratiquement,
on double la puissance de l'ordinateur. Ben, figurez-vous que cette loi, pour le moment, n'est toujours pas discréditée, elle continue à fonctionner. C'est l'avancée technologique. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que c'est cette puissance donc de machine qui permet de parler de l'intelligence artificielle et de ce qu'elle est en train de faire actuellement. Un petit rappel, c'est juste pour voir le chemin parcouru chez nous, cette fois-ci. Donc ça, c'est les années 70 chez nous. Vous voyez là, c'est l'ordinateur des années 70. C'est un ordinateur d'ailleurs qui était en Algérie, qui était beaucoup utilisé en Algérie. À l'époque, il y avait l'armée qui en avait, il y avait l'école du Chéri qui en avait, il y avait son. Alors, figurez-vous que dans les années 70, on avait vraiment un statut honorable au niveau informatique. On était très très bien placé au niveau le Bureau international d'informatique, l'IBI UNESCO. On avait une reconnaissance internationale pour l'utilisation de l'arabisation de l'informatique. Savez-vous que la première arabisation de l'informatique, c'est-à-dire écrire en caractère arabe sur un télétype comme celui que vous avez sur la photo ou sur une visu, ben, figurez-vous, c'est un Algérien qui l'a fait. C'est un Algérien qui était installé. C'est un Algérien qui était installé, pardon, je vais arrêter ça, qui était installé au Canada et il a tellement bien fait son travail qu'en fait, Microsoft l'a approché et il lui a acheté donc sa conception. Et c'est ça qui a fait, Microsoft étant le premier à avoir arabisé le traitement de texte, si vous vous rappelez, ben, figurez-vous que le premier traitement de texte que le Word de l'époque, la version 1.0, ben, l'arabisation dessus a été développée par un Algérien. Donc c'était une société algérienne. Bon, pour ceux qui veulent savoir qui c'est un certain Bachir Halimi. Vous pouvez le googler et vous allez avoir un peu plus d'informations sur la façon avec laquelle ça a été fait. Ensuite, on a eu beaucoup de projets dans les années 70 d'informatisation, figurez-vous, réussis, le CCP, la Sonatra, comme je l'ai dit, Air Algérie. Il y a eu la fondation du CIRIS, le fameux CIRIS qui existe toujours. Le SI, donc l'École supérieure d'informatique, avec formation de centaines de techniciens et d'ingénieurs. Tout cela s'est passé donc dans les années 70. Les années 80, là, les premières sociétés privées et publiques de services informatiques ont été lancées. Il y en a une qui en particulier qui a fait vraiment des merveilles, qui s'appelle Asten, qui malheureusement n'existe plus maintenant. Technosoft, qui existe toujours, qui était dans le développement de logiciels et qui est passé maintenant dans les solutions informatiques. Et elle existe toujours, je crois qu'elle est du côté de Sidi Yahia. Sigma Informatique, qui était dans la maintenance et la fabrication d'onduleurs, qui n'existe plus malheureusement. Et donc des publics, comme le NSI, qui n'existe plus. Ça, c'est l'entreprise nationale des systèmes d'information. Le CETIC, qui existe toujours. D'ailleurs, il a pris une partie des immeubles de l'ANSI, les NESIL qui existent sous une autre forme, les NORI aussi. Pour la première fois dans les années 80, on a eu le premier plan national informatique, donc pour mettre en place l'infrastructure aussi bien matérielle que logicielle. Et pour la première fois, fabrication, figurez-vous, de mini-ordinateurs et de modems. On a fabriqué des mini-ordinateurs et des modems, ça c'était au courant des années 80. Très bien. Les années 90, bon, malheureusement, là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de la technologie et de sa maîtrise. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé dans les années 90, et je le montre à travers un central téléphonique qui a été saboté, qui a été brûlé donc dans la photo en arrière-plan. Mais on a eu, l'écosystème s'est enrichi, on a eu quelque chose comme 200 entreprises, dont 40 étatiques, 120 privées et 40 étrangères, comme HP, Unisys, IBM. Unisys n'existe plus maintenant. Ça a été racheté par HP. Au niveau productivité, malheureusement, très peu de développement, parce qu'il était beaucoup plus facile de pirater des logiciels. Bon, ça continue un peu, mais sous une autre forme, un peu moins aussi, pour d'autres raisons qu'on pourra développer une autre fois. Au niveau des ressources humaines, ben, on formait énormément, parce qu'on avait l'ESI, l'École supérieure d'informatique qui formait, on avait également l'université qui formait, mais malheureusement pas beaucoup de débouchés. Et c'est le moment, avec évidemment ce qui se passait dans le pays, où beaucoup d'ingénieurs techniciens commençaient à quitter le pays. Au niveau de la réglementation, de la régulation, le contexte politique évidemment social était très difficile, donc il y avait pratiquement une absence totale de réglementation et de normes, donc ça allait un peu dans tous les sens. Et c'est la raison pour laquelle donc très peu de développement, parce qu'il n'y avait pas de protection, il y avait pas les dits qu'il fallait pour protéger les développeurs. Et l'environnement, bien sûr, comme je viens de le dire, sabotage, destruction en Syrie, qui mettent à mal toute l'infrastructure télécom. En 2000, c'est vraiment l'éclaircie. Oui, pardon. Monsieur Khanan, pardon, Allô. si vous permettez, Monsieur Khanan, on Bien nous sûr, signale bien sûr. quelques coupures.
Voilà, on nous signale quelques coupures sur la rubrique chat. Si vous pouvez juste désactiver votre vidéo pour alléger la bande passante. Je vous remercie. Bien sûr, tout de suite. C'est fait. C'est bon là? Est-ce que c'est meilleur? Je continue. Donc en 2000, à l'instar, oui, donc en 2000, à l'instar de tout ce qui passait dans le monde, en fait, à la fin des années 99, les années 90, en 1999, à l'instar de tout ce qui est passé dans le monde, il faut savoir qu'à l'époque, donc l'internet commençait vraiment à être installé partout, à être adopté partout. Bon, on n'était pas encore réellement dans le haut débit, encore moins dans le très haut débit. Et donc la Banque mondiale a sorti un texte générique pour que tous les pays du monde puissent déréglementer les télécoms. Donc, à l'instar de ce qui se passait partout, l'Algérie a fait de même. Et le président de la République, figurez-vous, celui qui a été démonté dernièrement, a fait une déclaration de politique sectorielle extraordinaire dans laquelle il disait que tout devrait s'ouvrir, que la concurrence devait s'installer partout. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Tout de suite, donc, il y a des licences ISP, donc de fournisseurs d'accès Internet privés, qui ont été donc délivrées en 99. Et en 2000, une loi sur les télécoms, l'ouverture du secteur complet. Donc, c'est là que Algérie Télécom a été créée, l'autorité a été créée, le Mobilis a été créé, puis Jay-Z qui arrive donc en 2001. Ensuite, vous vous rappelez Watania qui est arrivé en fin 2003, début 2004, qui est maintenant Ooredoo. Et surtout, il y avait donc le fait de l'ouverture totale, il y avait plus de 100 ISP privés qui ont eu leur autorisation pour donc travailler dans l'Internet. Et surtout, vu que l'Internet arrivait, vers le milieu des années 2000, les premiers textes sur la cybersécurité sont sortis. Ben, figurez-vous, je le dirai tout à l'heure, le premier texte qui a légalisé le mail en Afrique, il est algérien. C'était en 2004. Donc, le mail était reconnu comme étant une pièce qui était opposable au niveau de la justice. Vous vous rendez compte l'avance qu'on a eue tout d'un coup dès le début des années 2000. En 2010, évidemment, on a continué et c'est très bien passé. Réussite totale du passage à l'identité numérique, comme vous savez. Ben, maintenant, tout le monde a un passeport biométrique. Nous avons également la carte d'identité biométrique. Il y a le permis de conduire aussi qui commence aussi à être délivré. Et puis, bon, on a vu que la loi qui a été votée en 2000 n'était peut-être pas à jour. On a sorti une nouvelle loi en 2018. On a également fait en sorte à ce qu'il y ait une protection des personnes physiques sur l'Internet, donc en particulier, et dans les TIC en général. Et malheureusement, bien entendu, ça vient jamais tout seul. Des bonnes choses, il y a toujours évidemment des épines comme dans une rose. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que c'est la technologie qui prend le pas sur le développement du contenu. Il était beaucoup plus facile d'acquérir des équipements, il était beaucoup plus facile d'acquérir des logiciels, des applications et autres, que aller dans le développement du contenu. Bon, évidemment, il y a plusieurs raisons, mais il y a deux raisons que je vois, moi en particulier. La première, c'est que la technologie va très très vite, donc on n'a pas le temps tellement même, c'est pas uniquement chez nous, même dans les pays moyennement industrialisés, et il y a ce problème. Je dirais même en Europe, il y a des pays qui ont du mal à suivre, qui très souvent préfèrent acheter la technologie et même les applications qui vont avec, plutôt que se lancer dans la recherche et faire la même chose qui a été fait auparavant. Ben, nous, on a ce problème effectivement, et c'est un peu normal, mais on a un autre problème, c'est que la politique, la volonté politique n'est jamais dans la promotion des TIC, comme on va le voir rapidement tout à l'heure. Donc, par exemple, on a créé des cyberparks pour promouvoir tout ce qui se faisait dans le développement des TIC. Malheureusement, il y a un très très joli cyberpark, vous avez certainement dû en entendre parler, les CD Abdallah. Il y a donc un pôle technologique et puis il y a un cyberpark dedans, mais malheureusement, il est géré comme un projet immobilier. Donc, il n'est pas, comme on dit en anglais, it's not set for success. Il n'est pas fait pour promouvoir réellement les startups, pour en faire des success stories. Il est là, pour les locations, pour un Internet qui fonctionne plus ou moins, etc. Voilà. Donc ça, c'est les problèmes que nous vivons, qui continuent plus ou moins maintenant, avec des petites avancées, bien sûr. Alors en 2020, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les lois. Les lois, il y en a eu pas mal, qui vont dans le bon sens, Le problème, c'est pas tant les lois, c'est pas tant leur élaboration, c'est l'application, comme vous le savez tous. Je vous apprends rien du tout.
Les lois, elles sont bien parce que, bon, bah, généralement, d'abord, elles travaillent à partir de quelque chose de générique, donc qui existe un peu partout dans le monde. Ensuite, on les localise, on les nationalise, on prend en compte la spécificité du pays, on prend en compte les différents problèmes qu'on a pu avoir auparavant. C'était le cas de la loi 1804 tout à fait en haut que vous voyez, qui fixe donc les règles générales relatives aux postes et aux communications électroniques. Avant, on parlait de technologie de l'information et de la communication. Maintenant, on parle beaucoup plus de communication électronique et maintenant, d'ailleurs, on va beaucoup plus un peu en parlant du numérique et on utilise aussi le franglais digital. D'accord. Il y a eu bien sûr le commerce électronique. Il fallait le réglementer, il fallait mettre les garde-fous nécessaires, surtout pour protéger les clients. Donc, il y a une loi qui est sortie, la 1805. Il y a également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la 1807 qui consiste à prendre en charge la protection des personnes. Il faut savoir que au moment où le fameux règlement général pour la protection des données, ce qu'on appelle le RGPD, qui était en train d'être préparé au niveau de l'Europe, nous, on était déjà en train pratiquement de passer notre loi protection des données au niveau protection des personnes et des données au niveau de l'APN. Donc, on est pratiquement au même niveau. On n'a pas eu besoin. Quelques-uns ont dit qu'on avait copié le RGPD. En fait, moi, je peux attester qu'on n'a pas du tout copié. On avait commencé à travailler dessus bien avant qu'on parle du RGPD en Europe. Le RGPD étant évidemment une réponse du berger à la bergère à ce qui se faisait aux États-Unis. Parce que, bien entendu, vous savez tous que les États-Unis et maintenant de plus en plus les Chinois essaient de contrôler toute la data du monde. Et donc, pour les Européens, pour se protéger, ont sorti donc le règlement général à la protection des données, le RGPD, qui est appliqué d'ailleurs depuis 2018. Et notre loi, elle est sortie pratiquement au même moment, mais c'est juste une coïncidence. Ensuite, nous avons des offices et des organes qui prennent en charge donc la protection des données, puis éventuellement la prise en charge des enquêtes, des plaintes et autres. Alors il y en a en fait il y a deux grands. Il y a un office national de prévention et de lutte qui lui au début a été rattaché au ministère de la Justice, puis à partir du moment où ce qui s'est passé, vous savez, en 2019, il a été rattaché au MDN en juillet 2019, et un autre qui est le Centre de prévention et de lutte contre la cybercriminalité, qui lui dépend de la gendarmerie nationale. Lui est opérationnel, il fonctionne très très bien. Et il y a aussi bien sûr la DGSN, mais il y a beaucoup plus la gendarmerie nationale qui est plus outillée pour faire ce travail. Il y a quelque chose que nous n'avons pas, qui est une cellule civile pour la veille et la protection économique qui est actuellement uniquement au niveau du CERIS, alors que normalement, logiquement, il y a une loi qui est sortie en janvier 2020 qui oblige toutes les institutions, qu'elles soient publiques ou privées, de se munir d'une cellule de veille et de protection économique. Donc contre évidemment les attaques, les cybercrimes, éventuellement être au courant de tout ce qu'il y a comme failles qui ont été détectées pour les réparer et autres. Donc ça c'est quelque chose. Au niveau national, il n'en existe qu'une seule, et au niveau CERIS, mais malheureusement pour le moment elle est dormante. Peut-être qu'elle va bouger après que la loi soit sortie et été signée en janvier. Et bon, la cyberdéfense, on en a une. Il y a une cellule de cyberdéfense qui relève du commandement opérationnel du ministère de la Défense. Voilà, pour 2020. Alors, rapidement, pour vous donner une idée un peu comment on est classé dans le monde. Alors, j'ai choisi 9 indicateurs. Sur le côté droit, vous avez une colonne. Le premier chiffre, c'est notre classement. Le second, c'est le nombre de pays par rapport auquel on est classé. Entre parenthèses, c'est le saut qualitatif qu'on aurait fait, plus on a gagné 20 places, moins on en aurait perdu. Voilà. Donc, le premier, c'est l'indice de développement du gouvernement. C'est l'utilisation tout simplement du gouvernement électronique, numérique. Donc, au plus haut niveau, pour le Premier ministère, au secrétaire général du gouvernement, mais également au niveau des ministères eux-mêmes, au niveau des wilayas, au niveau des APC, partout. La gouvernance des institutions publiques. Donc ça, on a gagné 20 places, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Ça, évidemment, c'est dû un peu l'appropriation du numérique à travers le passeport biométrique, à travers la carte d'identité, le ministère de la Justice qui a fait de grands bancs pour mettre à la disposition des citoyens l'extrait de naissance en ligne. Actuellement, bon, évidemment, il y a des choses que vous ne voyez pas, et en interne, ça va très vite. L'avocat est maintenant capable de travailler directement sur la base de données, donc pour avoir des informations sur les plaintes, sur les jugements et autres. Il est capable de faire des choses. Ça, évidemment, ça améliore la gouvernance. Ensuite, vous avez l'indice l'indice de compétitivité mondiale. C'est tout simplement comment on est compétitif dans l'utilisation du numérique au niveau économique. Donc là également, on a gagné un petit point. C'est déjà pas mal. Le troisième, c'est l'indice de développement des TIC. Ça, c'est l'utilisation des TIC d'une manière transversale. Nous avons également gagné un point. Ça, c'est beaucoup plus dû
au développement de notre infrastructure. Vous savez on est le pays le plus fibré en Afrique. Nous sommes actuellement à 140 000 km de fibre optique, d'après les déclarations combinées d'Algérie Télécom, enfin du ministère de la Poste et des Télécommunications, et de l'autorité de la Poste et des communications électroniques. Ensuite, vous avez l'indice de maturité numérique. C'est tout simplement la maîtrise de tout ce qui est numérique. Donc, est-ce qu'on est capable réellement d'utiliser les infrastructures et les équipements qu'on acquiert? Est-ce qu'on est capable de mettre en place des ERP pour améliorer le management des entreprises ainsi que la gouvernance? Donc, c'est la maîtrise et la maturité dans cette maîtrise numérique, bien entendu. Ensuite, vous avez l'indice de connectivité. Ça, c'est tout simplement les infrastructures. Là, malheureusement, comme vous l'avez très bien, et je vous apprends rien, nous perdons année après année, on perd des points. C'est tout simplement le débit Internet qui ne va pas comme il faut, il suit pas la demande. Et par rapport au reste du monde qui, eux, s'adaptent à la demande, nous, on a du mal à s'adapter à la demande. Bien évidemment, plus on avance, plus il y a de contenu et plus le citoyen veut accéder à ce contenu. Forcément, le contenu est de plus en plus disponible. Forcément, la demande du citoyen est de plus en plus grande. Malheureusement, au niveau de l'infrastructure, cela ne suit pas. Donc, on perd 3 places. Et de toute façon, quand vous faites des tests à travers, ne serait-ce que pour les débits, évidemment, cet indice, son calcul est un peu plus complexe que ça. Mais déjà, vous pouvez le faire au niveau du débit. Vous voyez très bien qu'il est logique qu'on perd des places. Ensuite, vous avez l'indice d'implication gouvernementale à l'intelligence artificielle. Celui-là, on va en parler justement. Figurez-vous qu'il y a des choses qui sont faites. En fait, pourquoi? La raison est simple. C'est que l'intelligence artificielle, un peu partout dans le monde, elle est encore confinée au niveau de la recherche. Au niveau des universités, au niveau des centres de recherche, quand il y en a. Et donc, forcément, vous savez très bien que nous, au niveau de la formation, on est très bon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a gagné des places, par exemple, au niveau de l'indice 4, on a gagné 3 places. On a gagné aussi des places au niveau de développement, des TIC, parce que nous avons une formation théorique qui est très, très bien. Nous avons d'ailleurs, on est très, très bien placé au niveau de l'indice humain, de développement humain, le HDI, Human Development Index. On est très bon. Donc, tout ce qui est théorique, et c'est le cas pour l'intelligence artificielle, on est bon. Donc là, on est à 141, on est placé à 141 parce qu'en fait, on vient juste de rentrer dans cet indice-là. On est rentré l'année dernière. Donc, on est classé à 51e, mais c'est quand même relativement bon. Ensuite, on a l'innovation, l'indice global d'innovation. Là, malheureusement, on perd 3 places. Ça, tout simplement parce qu'il y a au niveau des brevets, au niveau de dépôt, tout ce qui peut être innovation. Là, on a des soucis. Ensuite, on a un indicateur de cybersécurité qui est le Global Security Index. Là, on a perdu 2 places, tout simplement par la non-maîtrise de ce qui est attaque cyber et autres. Et enfin, l'indice mondial de gouvernance et de régulation. Puis là, on vient juste de rentrer dans cet index-là. Et j'ai une bonne conférence sur la régulation parce que c'est un bon indicateur sur la maîtrise numérique d'un pays. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler ou si vous avez vu le film 2001 Space Odyssey. Alors, c'est un film qui a été réalisé en 1968 et qui montre donc une mission intergalactique où donc un vaisseau qui est contrôlé par un ordinateur et qui fonctionne très bien. Et puis tout d'un coup, c'est lors d'un voyage donc intergalactique, tout d'un coup, l'ordinateur prend en charge le vaisseau et commence à aller de travers. Donc, il a estimé qu'il était en danger. Donc, l'ordinateur a estimé, c'est dans le film, il a été produit, imaginez, réalisé, produit en 1968. L'ordinateur a estimé qu'il était en danger. Il a décidé, parce qu'il était en danger, il a conclu que l'être humain était un danger pour lui et que l'être humain allait faire des choses pour lui, dans l'ordinateur, pour détruire l'ordinateur. Donc, il a décidé de détruire l'homme. Donc, il a décidé de détruire l'équipage qui était dans ce vaisseau. Et il a commencé donc à tuer l'équipage. Et il n'en restait qu'un seul. Donc, c'est le monsieur que vous voyez, qui est un certain Dave Bowman. Et Dave, donc, quand il s'est rendu compte, le film est très bien fait, il faut vraiment le voir. Quand Dave, c'est l'être humain, il s'est rendu compte qu'il allait être tué par l'ordinateur, il a décidé, bien évidemment, d'arrêter l'ordinateur bien avant.
et puis bien avant. Et puis on voit de quelle façon Dave, petit à petit, essaye d'arriver au cœur de l'ordinateur pour le déconnecter. Et là, imaginez, donc 68, ça fait voilà, ça fait quoi, 60 ans pratiquement. 60 ans avant, non, 50 ans, 54 ans. Et il y a 54 ans, l'ordinateur, on a prédit que l'ordinateur arriverait un moment où l'ordinateur prendrait en charge tout ce que l'être humain contrôlait et que l'être humain serait obligé de le déconnecter et qu'il serait très difficile de déconnecter. Vraiment, le film, il est sur Internet, de toute façon, vous pouvez l'avoir. Vraiment, je vous le conseille parce que là, vous voyez un peu ce qui va se passer, non pas dans 10-20 ans. À l'époque, ils pensaient que ça allait être dans 100 ans, mais là, c'est une histoire qui risque de se passer dans 5-10 ans. Hein. À la fin, je vais essayer, j'ai un peu de temps, on fera un peu de prospective là-dessus, vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment très, très récent. Et ce qui est marrant, c'est que à la fin de ce film, quand le Dave Bowman que vous voyez sur la photo commence à trouver le moyen de déconnecter l'ordinateur et qu'il commence à le déconnecter, il le déconnecte boîte par boîte, ça correspond un peu au disque dur, on voyait qu'au fur et à mesure qu'il déconnecte l'ordinateur, il tombe en enfance. Et vers la fin, il commence à chanter comme un bébé. Donc c'est-à-dire que finalement, un jeu de mots, que l'intelligence artificielle, si on la contrôle suffisamment, elle peut être un bébé, elle peut être un homme mature ou quelqu'un de beaucoup plus évolué. Donc c'est un film vraiment qu'il faut voir pour voir un peu le chemin qu'a fait l'intelligence artificielle. Et justement, c'est ce qu'on voit rapidement. Donc un bref historique qui performance de l'intelligence artificielle en 70 ans. Donc on voit que le premier qui est vraiment en a parlé, qui a essayé de la théoriser, c'est Alan Turing. Vous avez certainement dû en entendre parler. C'est 1950, juste avant qu'il meure. En fait, pour l'histoire, Alan Turing, c'est les mathématiciens anglais, en plus de la mise en place de la théorie de l'intelligence artificielle, c'est lui qui a décrypté, le premier qui a pu décrypter la fameuse machine Enigma, qui cryptait, qui codait à l'époque les messages échangés durant la Seconde Guerre mondiale entre les sous-marins, en particulier les sous-marins allemands. Et ça a fait quelque chose d'extraordinaire parce que ça a fait couler des dizaines de bateaux. Et c'est grâce à Alan Turing qui a décrypté cette machine, donc on a pu quelque part, d'après les spécialistes, on aurait gagné 2 années sur la guerre. Sinon, la guerre aurait duré un peu plus longtemps. Et c'est lui qui en premier a mis en place les bases de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il a sorti un test qu'on utilise toujours qu'à présent, qu'on appelle le test de Turing. Il est très simple. On part du principe, on va mettre une personne humaine dans une chambre fermée, et puis on va la connecter la personne à 2 machines. Donc, à 2 machines, à 2 liens. Un lien serait encore un être humain et l'autre lien, c'est une machine. Alors, si jamais l'être humain qui discute avec ces 2 liens n'arrive pas à détecter qui est la machine et qui est l'être humain, c'est que le test de Turing est un succès. C'est-à-dire qu'on aurait l'intelligence artificielle, une machine qui peut parler et vous vous rendez même pas compte. On va voir tout à l'heure que c'est déjà possible. Donc, en 56, il y a des chercheurs qui sont partis un peu plus loin. Donc, il y a McCarthy, Alan Newell, Arthur Samuel et surtout Marvin Minsky et Herbert Simon. Ensuite, en 97, donc bien plus tard, il faut comprendre que l'intelligence artificielle a été d'abord théorisée. Et vous voyez que de 56 à 97, c'est-à-dire 21 ans, c'est bien ça, il s'est rien passé. C'est bien 21 ans. Il s'est rien passé, tout simplement parce que la puissance de calcul n'était pas encore là. Donc, il fallait avoir la puissance de calcul. Et pour la première fois, donc, un ordinateur IBM a été capable, imaginez un peu, de battre pour la première fois le champion du monde d'échecs à l'époque, Garry Kasparov, le russe que vous voyez sur la photo de gauche. Ensuite, en 2011, le programme d'intelligence artificielle Watson, d'IBM, encore, bat les 2 champions de jeux télévisés américains, Jeopardy. Alors, Jeopardy, c'est un peu question pour un champion. Ou l'autre question, battre je sais pas, je me rappelle plus, il existe aussi américaine. C'est pareil. Donc, il était capable de battre donc le meilleur joueur de Jeopardy. Ensuite, et là, c'était quelque chose d'extraordinaire,
AlphaGo, donc l'ordinateur intelligence artificielle AlphaGo de Google, donc Google rentre dans le bal, bat le meilleur joueur Go, qui est le Sud-Coréen à l'époque, Lee Sedol. Et juste 8 ou 9 mois plus tard, AlphaGo 0, donc un peu plus puissant, toujours de Google, bat le champion du monde chinois de. Alors, le jeu de Go, vous pouvez voir sur Wikipédia, c'est un jeu de stratégie extraordinaire, beaucoup plus complexe que le jeu d'échecs. Figurez-vous que l'intelligence artificielle a battu le meilleur chinois et elle n'est toujours pas battue. Ensuite, Pluribus donc de Facebook bat les 5 grands champions de poker sur Facebook, je crois que vous l'avez. Donc, alors que dans ce jeu-là, évidemment, c'est la psychologie et le bluff qui comptent autant que les probabilités, parce qu'on part du principe que l'ordinateur il est beaucoup plus fort, puissant dans les calculs que tout ce qui est évidemment jeu psychologique. Et figurez-vous que même ça, c'est déjà pris en charge par l'IA. Je continue donc. Le premier programme IA qui simule, qui fait même le travail d'avocat, a été fait donc au Canada en 2016. Et figurez-vous que Ross, donc ce programme canadien, a été embauché par un cabinet. Donc actuellement, il travaille donc au sein de ce cabinet. Ensuite, Google lance, et actuellement vous pouvez le tester, il est disponible, lance le Google Neural Machine Translation System, qui est un système de traduction automatique pratiquement à l'échelle humaine, tout simplement parce qu'il utilise quelque chose qui est très proche de l'être humain, un réseau de neurones. D'ailleurs, il mime complètement notre système neuronal. Voilà. Donc toujours en 2016, DeepText de Facebook, il comprend, il classe tout ce que l'utilisateur écrit, et vous pouvez le tester, hein, c'est en ligne. Les Russes ne sont pas, ils sont là. Ils ont pu, pour la première fois, donc, avoir un agent de recrutement. Et cet agent de recrutement, figurez-vous, il est vendu et il est utilisé partout dans le monde. Il s'appelle Vera. Donc, il y a de grandes firmes internationales et multinationales qui l'utilisent, même des firmes américaines. Ensuite, en 2018, vous avez BioMind. Donc, ça, c'est chinois. Et figurez-vous qu'il est capable de détecter les tumeurs cérébrales mieux que les médecins. Ah. Duplex, je ne sais pas si j'ai fait un test, mais on verra, il y a un test de Duplex ici, que vous connaissez certainement, qui est un programme de Google qui est capable de passer des appels téléphoniques au nom d'un utilisateur sans intervention humaine, avec une voix et même l'inflexion de la voix très proche de la voix humaine. Donc, il y a des onomatopées, il y a des choses comme ça qu'on a l'impression qu'on est en train de parler à une personne humaine. Et enfin, le Blue Dot, ça c'était en décembre l'année dernière, qui a détecté en fait l'épidémie qui est devenue pandémie du coronavirus bien avant la déclaration de l'OMS. Et pour terminer, je n'ai pas eu le temps de le rajouter, figurez-vous que si on a eu le vaccin aussi rapidement et pratiquement tous les grands pays qui se devaient de l'avoir l'ont eu, c'est grâce encore une fois à l'intelligence artificielle et évidemment à la data et à son analyse. C'est bien que c'est pas en faisant uniquement des tests in vitro ou autres qu'on est arrivé à trouver ce vaccin, que l'intelligence artificielle est bien là-dedans. Très bien. Alors l'intelligence artificielle, jusqu'à présent, évidemment, c'était le domaine privilégié des mathématiciens, des informaticiens et des analyses de données. Mais pas que. Vous voyez, par exemple, pour imiter l'intelligence humaine, il y a de la neurologie, forcément, il y a de la médecine, mais pas que. Et il va falloir aller plus loin, parce que là, il faut maîtriser aussi la philosophie, un peu la psychologie, parce que si on doit mimer, simuler et émuler carrément le fonctionnement du cerveau humain, on doit aller beaucoup plus loin que le simple calcul de probabilité ou autre. Donc, il y a donc l'intelligence artificielle classique. On est passé au machine learning, donc c'est en fait une technique qui donne la capacité aux machines d'apprendre sans avoir à être programmées. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, on leur apprend à apprendre. Enfin, ça, on le fait déjà nous quand on est prof au niveau d'une école, d'université. On apprend à apprendre à nos étudiants. Là, maintenant, les machines, on leur apprend à apprendre à partir d'un programme. On leur donne un programme. Le programme, évidemment, c'est nous qui le faisons la première fois. Mais à partir de ce programme-là, on leur donne la capacité de transcender le programme et de commencer à apprendre eux-mêmes. Et c'est là que le danger dont j'ai parlé tout à l'heure dans le film commence à transparaître. Mais bon, vous allez comprendre petit à petit. Ensuite, ça va encore plus loin. Il n'y a pas uniquement que le machine learning, il y a également l'apprentissage, qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning.
qui vient de l'apprentissage automatique, mais là, on met en place carrément un réseau de neurones. C'est-à-dire chaque fois qu'on crée quelque part une masse, une région où des données sont stockées, des données unitaires, hein, minimales, immédiatement après, comme le fait l'être humain, on relie ces données à tout ce qui est comparable à ces données-là. Et c'est ce qu'on appelle en fait se rappeler, le souvenir, de façon à ce que les liens, et il ne faut pas qu'il y ait des liens uniquement dans un seul sens, et uniquement pour une seule de donnée à données. C'est des liens multidonnées. La donnée est créée et elle se connecte sur toutes les données qui existent déjà, dès lors qu'il y a des similarités, dès lors qu'il y a des connaissances communes, dès lors qu'il y a des souvenirs communs. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est le deep learning. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, l'ordinateur, si la programmation, les algorithmes ne prennent pas en compte le fait que l'ordinateur peut très bien aller se débrouiller tout seul et à un certain moment se retourner contre celui qui l'a programmé, là, le travail, et il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dedans, le travail est très très précis et il y a l'erreur ne doit pas laisser place à l'erreur. Donc, actuellement, on est à ce niveau-là, au deep learning, et on le voit à travers ce qui est en train de se faire. Bien évidemment, si on fait un graphe, on va voir que l'intelligence artificielle a évolué d'une manière incroyable dès lors que le cloud computing a été maîtrisé à travers des infrastructures et surtout la maîtrise du big data. Forcément, à partir du moment où le cloud est disponible et on peut accéder n'importe où, n'importe comment et à n'importe quel moment, et qu'on est capable de développer du big data et surtout l'utiliser, évidemment, là, vous allez beaucoup plus vite pour le développement de l'intelligence artificielle. Alors, le ministre de l'Enseignement supérieur, ça c'est quelque chose quand même d'assez sympathique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Taïeb Bouzid, a annoncé en décembre 2019, donc il y a un peu plus d'un an, qu'il était impératif d'élaborer une stratégie nationale d'intelligence artificielle avant devant être axé en premier lieu sur le développement des capacités nationales dans ce domaine. Ça, c'est quelque chose qui a été annoncé à l'époque et on pensait que des gens rigolaient, on pensait que c'était un peu élevé de l'esprit, que ça n'allait nulle part et tout. Mais comme je vous l'ai dit tout à fait au début, l'Algérie, aussi bizarre que cela puisse paraître, est vraiment bien outillée pour se lancer dans l'intelligence artificielle à cause justement de notre bonne formation. Quoi qu'on dise, nous avons une bonne formation. C'est pas compliqué, vous pouvez le tester très facilement. Tous ceux qui partent à l'étranger, dès lors qu'ils ont un ingénierat ou un master 2 en poche, il reste pas plus de 3 mois, surtout s'ils sont dans les technologies du numérique et de l'intelligence artificielle en particulier, pas de 3 mois avant d'être recrutés. Donc, c'est la preuve, effectivement, que de ce côté-là, on n'a absolument rien à envier. D'ailleurs, tant que si bien que le 18 janvier dernier, l'Algérie a lancé une stratégie nationale de l'intelligence artificielle de 2020 à 2030. Donc, qui prévoit justement l'amélioration de la performance dans la recherche et dans le développement, dans tous les segments prioritaires, en particulier évidemment l'enseignement supérieur, mais la santé, le transport, l'énergie, les technologies. Donc ça, c'est quelque chose de réel et vraiment, je suis très content d'en parler parce que c'est quelque chose de vrai qu'on peut tester, qu'on peut voir, qui est là, d'accord? Alors, l'intelligence artificielle, pour quelle utilisation et pour quel besoin? Toujours pour notre pays, sachez qu'en Algérie, 85% des utilisateurs de téléphone connectés savent depuis longtemps que leur smartphone comprend ce qu'on lui dit. Je crois que tous ceux qui sont en train de suivre ce webinaire savent très bien qu'on peut parler actuellement au smartphone, on peut lui donner des ordres, il peut enregistrer ce qu'on dit, il peut même voir reconnaître nos visages et bien sûr, ça depuis longtemps, nos empreintes. La deuxième chose, c'est que les entreprises de commerce électronique algériennes, telles que Jumia, pour ne pas le nommer, sont capables actuellement de suggérer des articles et des produits à acheter avant même que nous pensions nous-mêmes. Pour cela, vous savez comment ça se passe. Il suffit que vous ayez acheté, ne serait-ce qu'une seule fois, ou que vous ayez fait des choix ou faire des choix, ou tout simplement faire un ajout virtuel.
ce site de e-commerce va enregistrer tous vos vœux, tout ce que vous avez sélectionné, et chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, par justement des relations, je vais dire le mot neuronal, il est capable de vous suggérer des produits à acheter. En troisième point, donc, il serait plus simple juste de libérer et encourager les idées créatrices de l'innovation productrice. Il serait plus judicieux de réguler et réglementer a posteriori. C'est comme ce que la science avance, qui a permis d'ailleurs à l'IA d'être scalée actuellement. Que le problème chez nous, il est beaucoup plus facile de réguler et réglementer avant plutôt que le faire a posteriori. C'est-à-dire tester la nouvelle technologie, la nouvelle façon de fonctionner, et éventuellement, si elle fonctionne, on la laisse telle quelle. Si elle ne fonctionne pas, on corrige et on réglemente. Malheureusement, chez nous, c'est l'inverse. On commence par interdire et après, on réfléchit pour voir si on peut autoriser. L'intelligence artificielle, ce genre de choses ne peut aller qu'à son encontre. Alors, en ce qui concerne donc aussi toujours l'intelligence artificielle, il faut savoir que l'Algérie s'est beaucoup investie dans la fabrication de drones, notamment pour l'agriculture, ce qu'on appelle l'agriculture de précision, ainsi que la sécurisation des frontières, avec la fabrication de drones qui disposent de systèmes embarqués qui sont gérés par intelligence artificielle. Pourquoi? Tout simplement pour reconnaître des objets, pour reconnaître des formes, pour reconnaître quoi que ce soit sur un drone qui est en train de voler. Il fait appel à l'intelligence artificielle. Il fait appel à un accès au cloud, donc aux données, à une big data, pour pouvoir la reconnaissance de formes, de forme en général et de caractères s'il le faut. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose dans laquelle l'Algérie s'est investie. Et donc, ça fait partie des choses qui nous ont permis de gagner le fameux point dans l'innovation. Il y a un travail qui se fait au niveau de la recherche. Alors, est-ce que la recherche est disponible? Là, je vais passer rapidement sur les différents indices. Alors, l'indice de maturité gouvernementale, on l'a vu tout à l'heure, on a gagné quelques places par rapport aux pays qui nous sont comparables. C'est vraiment une bonne nouvelle. Maintenant, la cybersécurité. Alors, les origines de la sécurité sur Internet. Alors, vous voyez que, en fait, elle a commencé en 49 avec le premier bug. En 49, en fait, il a été résolu en 49 et le premier bug a été détecté en 45. Alors, le mot bug, en fait, c'est cafard. Cafard. Et alors, comment on est arrivé à appeler le bug? C'est que le gros ordinateur dont je vous ai montré une image tout à l'heure, tout à fait au début, avait des armoires. Donc, c'est un ordinateur qui faisait 30 tonnes, qui prenait une salle de pratiquement 50 mètres carrés. Eh ben, cet ordinateur est tombé en panne et quand on a voulu savoir pourquoi il était tombé en panne et qu'on a ouvert les armoires et on est rentré à l'intérieur, on a vu qu'il y avait un court-circuit qui a été en fait produit par un bug, par un cafard. Il y avait un cafard qui avait brûlé tout simplement sur un câble et évidemment le cafard en brûlant, il a fait un court-circuit. Donc de là, le mot bug est arrivé. Voilà. Donc nous avons en 49 donc la sécurité qui a démarré, donc en gérant un peu mieux l'histoire de bugs, donc en mettant du FreeTox, du MOBID. Ensuite, la première théorie de commutation de paquets a été mise en place, qui a permis justement à l'Internet d'arriver et d'avoir le premier message d'envoyer. Donc ça, c'était en 69. En 71, on a eu le premier virus. Pour l'anecdote, le premier virus a été lancé effectivement en 71 et il a été installé au niveau de photocopieuses qui avaient été vendues des Xerox, qui a été vendu aux Russes à travers la Roumanie. C'était du matériel Xerox vendu aux Russes à travers la Roumanie et ces copieurs avaient été. On a installé donc un circuit dedans pour que toute page qui est photocopiée est envoyée par onde radio pas loin de l'endroit où les photocopieuses sont installées. Donc les Américains avaient commencé à sniffer, c'est le terme qu'on utilise maintenant, les données à travers les photocopieurs. Donc, c'était le premier virus, c'était à ce niveau-là. Ensuite, le premier codage, c'était en 78. Les premiers clones de virus en 81. Le protocole TCP/IP qui nous permet d'avoir Internet, c'était en 83. Les premiers fraudes et tout ce qui s'est passé, qui est les sniffing, les phishing et autres, ont commencé dès que pratiquement l'Internet a commencé à être utilisé. Différents virus, donc 87,
le premier virus qui attaque en plein les données. Symantec est arrivé, Symantec maintenant c'est Norton, hein, est arrivé donc en 89, c'est Norton en 91, ensuite ils sont venus un seul. Le premier web browser en 93 et en 94 donc les malwares qui est arrivé. Linux a eu son virus alors qu'on pensait que Linux n'aurait pas de virus. Les Verts donc ont commencé à aller dès les années 2000, Kaspersky qui est arrivé en 97 et etc. Donc avec le premier virus sur l'IA et sur le cloud qui est arrivé donc en 2010, NextGen, signatureless approach donc qui est le virus qui continue d'ailleurs jusqu'à maintenant avec un clonage qui fait beaucoup de malheur. Voilà. Alors le champ d'action de la cybersécurité. Alors la cybersécurité c'est la sécurité des machines, mais pas que. C'est aussi la sécurité des réseaux et celle de l'information. Donc le champ d'action de l'intelligence artificielle pour la protection donc, de tout son domaine, c'est les applications qui doivent être protégées, l'information, les réseaux, tout ce qui est opérationnel, donc les smartphones, les laptops et autres, le cryptage évidemment qui doit être évidemment très performant, le contrôle d'accès, ça c'est le contrôle d'accès classique à travers la reconnaissance faciale ou les empreintes ou autres. Et il y a aussi un problème de formation des utilisateurs, parce qu'il ne s'agit pas aussi d'installer des infrastructures et former les utilisateurs et puis dire voilà tout est bon. Il former des formateurs pour que l'utilisation puisse continuer sans aucun problème et surtout être capable, et ça c'est le plus dur, être capable de reprendre après un sinistre. Ça c'est le gros problème dans les pays comme le nôtre, parce qu'on achète des équipements, on achète des applications, on met en place des systèmes, on forme des gens, mais si jamais il y a, pour une raison ou pour une autre, il y a un accident, il y a un incident, il peut y avoir un incident tout simplement réel comme un feu, un vol, une destruction, ou tout simplement une attaque. Et le gros problème que nous avons, c'est que la reprise après sinistre, nous ne la maîtrisons pas du tout. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons maîtriser avec une prise en charge de l'intelligence artificielle qui peut prévoir éventuellement tous les cas d'incidents et d'accidents pour pouvoir reprendre sans aucun problème après un sinistre. Voilà. Alors, comment sommes-nous classés à l'échelle internationale? Donc, là, c'est la cybersécurité. Je ne vais pas m'attarder. Tout simplement savoir que on est classé selon la maîtrise juridique, technique, organisationnelle, au niveau de la ressource humaine, au niveau de la coopération avec le monde, parce que la cybersécurité, c'est l'Internet et l'Internet est mondial. Il faudrait qu'on sache, se protéger d'une manière multilatérale. Donc, il est très important de coopérer avec le reste et surtout la protection de l'enfance qui a été introduite en 2018. Donc, il y a les mesures légales, il y a les mesures techniques, le CERT dont j'ai parlé tout à l'heure, les différents standards qu'il va falloir prendre en place. Alors là, en fait, c'est notre positionnement par rapport aux piliers que prend la cybersécurité en Algérie. Tout ce qui est oui, c'est-à-dire que c'est pris en charge. Tout ce qui est noir, malheureusement, c'est pas encore pris en charge. Nous ne sommes pas au niveau des standards et nous n'avons pas encore de CERT et encore moins de CIRT. Par contre, la certification, nous arrivons à la faire parce que c'est quelque chose qui est généralement documentaire, donc on arrive à la faire. Au niveau organisationnel, au niveau de la politique, malheureusement, nous n'avons pas de stratégie de cybersécurité nationale et c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a pas encore une généralisation au niveau d'une politique de sécurité, au niveau des entreprises, des institutions et en général. C'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu qu'il n'y a pas de volonté politique en général dans la maîtrise du numérique et forcément dans la cybersécurité, il se trouve que la stratégie au niveau au plus bas n'existe pas. Il n'y a pas de fait de route, par exemple, pour une gouvernance à ce niveau-là. On y est, la gouvernance au niveau cybersécurité. L'agence responsable, c'est effectivement en cours. J'en ai parlé tout à l'heure. En janvier 2020, on a effectivement créé une agence qui est responsable de la cybersécurité au plus haut niveau. Elle est en train d'être mise en place. Les structures d'évaluation, elle n'existe pas au niveau public et on en existe une au niveau privé qui est l'EVAL des aides. Au niveau de renforcement de capacité, capacity building, malheureusement, là, on est très faible. Comme j'ai dit, au niveau de standardisation, il n'y a pratiquement rien. Développement de la RH, former des cyberhommes, des gens qui sont capables de prendre en charge la cybersécurité des entreprises ou des institutions. Très peu de formation à ce niveau-là. Et s'ils sont formés
très souvent, on les perd soit à travers les multinationales, soit à l'étranger. Au niveau de la satisfaction professionnelle, pour les mêmes raisons, on n'a pratiquement rien. Au niveau des agences, on n'en a qu'une seule et elle fait pas tout. Donc voilà. Au niveau de la coopération, on coopère beaucoup avec la France pour les raisons évidentes, la langue. On coopère avec le Royaume-Uni à cause justement du travail de fond qui est fait par l'enseignement supérieur et l'approche vers la langue anglaise et les USA, tout naturellement, on a tout intérêt à coopérer avec eux parce que tout se fait à ce niveau-là. Coopération intra-agence, il n'y a rien. Partenariat secteur public non plus. Coopération internationale, oui. Ça, on le fait surtout pour les cybercrimes. Tout ce qui se passe, si un cybercriminel est en Algérie et qu'il ait fait son forfait à l'étranger, nous coopérons pour que celui-ci puisse être évidemment arrêté et on répond à des commissions rogatoires pour qu'il s'arrête, soit arrêté. Et on fait la même chose avec vice versa dans les deux sens. Hein. Donc si quelqu'un nous attaque à l'étranger, on peut aussi le traquer à l'étranger. Donc de ce côté-là, ça marche très très bien. Les protections en ligne, ça c'est quelque chose qui a été rajouté en 2018. Au niveau de la législation, on est très bon. La législation a été corrigée et nous avons fait tout ce qu'il faut pour la protection de l'enfance à ce niveau-là. Au niveau institutionnel, nous avons un ministère de la solidarité nationale et de l'enfant et la condition de la femme et de l'enfant aussi. Au niveau des mécanismes de suivi et de notification, c'est le même ministère qui le fait et surtout, et là il est très bon, il outille les mouvements associatifs pour prendre en charge cet aspect-là et ça marche très très bien. Alors, notre classement au niveau de la cybersécurité globale, nous ne sommes pas mal, mais évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Vous voyez au niveau des couleurs, on est jaune. Alors bon, il y a quand même plus moche que nous, mais quand on voit de quelle façon, par exemple, le sultanat d'Oman travaille et de quelle façon, au niveau juridique, ils sont très bons, ils ont une solide structure organisationnelle, ils ont une stratégie. Et surtout, ils ont un plan directeur, une feuille de route. L'Égypte, plusieurs initiatives de coopération, alors que nous, généralement, on en a 3 ou 4. On a des experts de l'ONU en protection de l'enfance. Ils sont carrément au niveau de l'ONU. Et ils sont membres fondateurs de l'Africa 7. C'est tout simplement l'organe global national qui mobilise tous les CERT, donc les cellules de veille de cybersécurité. Et surtout, ils sont très actifs à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'en fait, ils promouvoient, ils participent à l'élaboration des textes dans le domaine de la maîtrise de la cybersécurité par l'intelligence artificielle. Le Qatar, c'est un troisième exemple que je prends. Il y a carrément une culture de cybersécurité. Il y a des journées, il y a des semaines, il y a des mois où ils lancent des campagnes, Safer Internet Day, où tout est fait pour qu'on sache comment se protéger dans l'Internet, de l'enfant, évidemment, jusqu'à l'adulte, jusqu'au senior. Et donc, il y a vraiment une culture réelle, régulière à ce niveau-là. Ils ont de très, très bons CERT et de CIRT, très impliqués aussi bien dans le public que le privé, dont ils condamnent tous les aspects. Et ils ne font pas de différence entre le public et le privé, qui est malheureusement notre cas. Et ça, il y a encore du travail à ce niveau-là. Quand il faut protéger, quand il y a une faille ou une attaque, au niveau le plus haut, on va beaucoup plus rapidement et on donne beaucoup plus d'informations plus facilement aux institutions et aux entreprises publiques qu'aux entreprises privées. Évidemment, il y a du travail à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut se doter de lois spécifiques de cybersécurité et cybercriminalité qui soient en accord avec les lois internationales. Il ne s'agit pas, évidemment, de faire ça en interne. On a par exemple un problème. Ça, j'ai pris un exemple parce que c'est très, très, très important. Il y a une convention qu'on appelle la Convention de Budapest et il y a aussi des résolutions évidemment des Nations Unies. La Convention de Budapest, nous ne l'avons pas ratifiée. Alors cette convention, elle nous permet, en fait, si on la ratifie, d'accéder à tout ce qui se fait de bon, tout ce qui se fait de mauvais contre les citoyens dans le monde et surtout donc accéder à une base de données, accéder à un cloud, à une masse de data extraordinaire et surtout actionner d'une manière multilatérale, c'est-à-dire on n'a même pas besoin d'être en coopération, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous mettez en place donc carrément des conventions. Là,
si vous signez la Convention de Budapest, vous avez systématiquement et automatiquement accès à toutes les bases de données concernant la cybersécurité et la cybercriminalité dans le monde. Ben, figurez-vous, on ne l'a pas signé. Bon, les raisons, vous devez vous en douter. On veut bien accéder aux données des autres, mais on a du mal à donner l'accès à nos données. Bon, ça c'est encore autre chose qu'on pourrait discuter dans une autre conférence. Bon, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout à fait au début, les CERT et les CIRT, donc CERT c'est Computer Cyber Incident Police CERT ou Emergency Response Team, c'est des cellules de veille et de réponse immédiate à n'importe quelle attaque, qu'elle soit directe ou indirecte, de façon à protéger les entreprises, le secteur économique ou tout simplement les institutions et le gouvernement en général. Actuellement, il y a des textes et il y a des CERT qui sont créés par-ci par-là, mais vu qu'il n'y a pas de politique générale de cybersécurité, une stratégie de cybersécurité, chacun le fait un peu à sa manière. Et ce qu'on appelle les pompiers de l'informatique, en fait, n'existe que d'une manière anecdotique. Bien que la loi dont j'ai parlé tout à l'heure, soit opérationnelle. Elle est opérationnelle, mais les textes d'application ne sont pas encore sortis. Et donc, vous connaissez le problème que nous avons avec nos lois, qui sont là, mais les textes ne sont pas encore là. Il y a une agence étatique, donc c'est celle-là qui a été créée, je crois, le 12 janvier 2020, l'Agence nationale de sécurité et technologie d'information et de communication, qui est en charge de l'application et de la coordination d'une stratégie de sécurité numérique. Donc, en fait, cette agence, dans ses missions, elle se doit d'élaborer la stratégie de sécurité numérique que je dis depuis tout à l'heure qu'elle n'existe pas. Donc, cette agence n'est pas encore installée. Il y a les textes, mais il y a la loi, il n'y a pas les textes d'application. Quoi faire encore? Organiser régulièrement des séances de sensibilisation, comme le fait le Qatar, j'en ai parlé tout à l'heure, au public à la cybersécurité. On a l'impression, et ça les sondages le montrent, on a l'impression en Algérie que à partir du moment où on a un antivirus, ça y est, on est protégé. Voilà. Alors que bien entendu, tout le monde sait que ça va bien au-delà, surtout lorsque 85% des Algériens ont un ordinateur dans leur poche et que cet ordinateur est connecté 7 jours sur 7, 24 sur 24, tout le temps, et qu'on télécharge toutes les applications, et généralement on dit oui à toutes les applications, et évidemment, en disant oui à toutes les applications, on donne tout simplement, on donne la clé à tout ce qui est sur le smartphone, bien entendu à nos données, à nos photos, à nos vidéos et autres. Et malheureusement, à ce niveau-là, il n'y a aucun travail qui est fait, sachant que de plus en plus, nous avons des gens, que ce soit des institutions ou dans l'entreprise publique, surtout avec la pandémie, depuis que les gens commencent à travailler, ils travaillent à distance. La preuve, moi je suis dans mon bureau, je suis en train de faire un webinar. Vous avez votre smartphone. Bien entendu, vous avez été obligé de le configurer si ce n'était pas déjà fait pour recevoir les mails dessus. Et éventuellement pour faire même des conférences vidéo. Et donc forcément, la frontière qui existait ou qui n'existait pas ou qui existait un petit peu entre ce qui était travail et ce qui était privé, du coup, il n'existe plus. Alors imaginez ce que cela peut faire si on accède à votre smartphone qui est lui connecté sur le réseau, qui est lui connecté sur le cloud de l'entreprise, parce qu'on a besoin d'accéder au cloud. Même si c'est pas le cloud, on accède à un dossier quelque part sur une zone du serveur de l'entreprise ou de l'institution. Vous imaginez un peu le travail. À ce niveau-là, malheureusement, il n'y a pratiquement pas de sensibilisation. On part du principe que de toute façon, on n'a rien à cacher, ce qui est bien évidemment faux. On a vu de quelle façon Facebook utilise vos données, on voit de quelle façon les différents sites d'e-commerce utilisent vos données. Donc, c'est pas vrai que vous n'avez rien à cacher. C'est pas vrai que vos données ne sont pas intéressantes. Si, vos données sont intéressantes. Et si jamais vous laissez faire, ça risque d'aller très très loin et ça risque de coûter très très cher. Donc, c'est quelque chose de très très important. Et il est temps que cette agence nationale de sécurité soit mise en place et il est temps qu'elle élabore cette stratégie de sécurité numérique nationale et qu'elle soit démembrée vers le bas pour que tout le monde puisse s'en inspirer pour protéger les citoyens algériens et l'économie algérienne surtout. Donc, c'est également renforcer les capacités techniques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est évidemment la formation. Nous avons ce qu'il faut, mais pour les raisons que je viens de citer, il n'y a pas de spécialisation. Et quand il y a une spécialisation,
généralement, elle part à l'étranger pour les raisons que tout le monde connaît. Alors, l'intelligence, ah oui, il est là, donc je vais vous le passer. Alors là, on voit le PDG de Google, qui est un Indien, donc un national de l'Inde, qui est Sundar Pichai, et qui fait un test, c'est un test qui date de 2018, je crois. Il fait un test de duplex dont j'ai parlé tout à l'heure, qui utilise le deep learning dans l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous passer la vidéo, j'espère qu'elle va fonctionner. Donc, voilà. As I said earlier, our vision turns out done making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to want to connect in a good way. Businesses actually rely a lot on online booking. I can help with this problem. I want to ask a haircut appointment 10 and noon. Rendez-vous avec un coiffeur. Background for you. What you're going to hear, calling a real how can I help you? Something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Voilà, c'est deep learning. What time are you for around? I don't have a to that. I have anything between 10 a.m. and depending on what service, like what service. You have at 10 o'clock? Okay, what's your first? The first name is staff? Great, have a great Voilà. Monsieur Khlan? Monsieur Khlan? Understand the nuances Oui. of conversation. Vous voulez que je l'arrête? Working on this. Je préfère, oui, je préfère. Ok, Comme il y a beaucoup c'est de bon. coupures, on préfère arrêter. En même temps, si on peut passer rapidement à la clôture pour traiter les questions posées. Bien sûr, bien sûr. Merci. Alors, ce que je vais faire, alors, je vais passer sur ça, les pertes, passer dessus. Oui, rapidement sur les outils aux menaces. Alors, figurez-vous que les pirates, vous devez vous en douter, vous devez certainement le savoir depuis longtemps, utilisent d'une manière très efficace l'intelligence artificielle à travers des algorithmes. Comme les universités, les centres de recherche développent des algorithmes, les pirates font de même. Et les outils existent sur Internet, donc ils le font très bien. L'IA trouve très vite, évidemment, les parades, mais les pirates sont là pour le faire encore plus vite. Imaginez par exemple que l'IA actuellement trouve plus vite les comptes cibles et peut envoyer les tweets 6 fois plus vite qu'un humain, et avec 2 fois plus de succès. Pour faire du dumping par exemple. Il y a une entreprise chinoise, pour des raisons inavouées d'ailleurs, a découvert que le système Wi-Fi de la Tesla, donc la voiture électrique, pouvait être utilisé pour accéder à la transmission de la voiture et elle pouvait arrêter la voiture à distance. En utilisant évidemment la connexion, parce que la voiture est connectée, c'est aussi une menace, connecter les voitures, et gérée par une intelligence artificielle. Donc la menace, c'est que à partir du moment où elle est connectée et qu'on accède au cloud, on est capable, à travers l'intelligence artificielle, de prendre en charge carrément la voiture et même changer de route, etc. L'intelligence artificielle, en fait, peut être utilisée contre elle-même. Si on est assez malin, et c'est là le problème. C'est là le gros problème dont j'ai parlé tout à l'heure à travers le film Odyssée, Space Odyssey 2001. Je vais passer sur ça. Alors Siemens, c'est intéressant. En fait, Siemens,
a trouvé que 2 organisations sur 3 disent que l'IA augmente le retour sur investissement des outils de cybersécurité. Siemens AG, par exemple, est leader mondial de l'électrification, comme on le sait. Tout le monde sait que c'est du matériel Siemens qui est utilisé en Iran pour l'enrichissement d'uranium, par exemple. Mais malheureusement, on sait ce qui s'est passé avec l'attaque Stuxnet qui a été faite par des attaquants. On ne sait pas si c'est juifs ou américains. Alors, sur le champ de cyberdéfense par exemple, de Amazon, pour créer une plateforme compatible avec l'IA à grande vitesse, entièrement automatisée et hautement évolutive pour évaluer 60 000 menaces par seconde. Amazon reçoit 60 000 menaces critiques par seconde. Et c'est l'IA qui les détecte et qui les annule. Voilà, je termine avec ça. Et ça, c'est vraiment très important. Je reviens en arrière. Alors, il y a la Stevens Institute of Technology, de New York Institute of Technology, qui ont pu deviner les mots de passe à l'aide d'un outil d'apprentissage profond, donc Deep Learning, qu'on appelle le GAN, Generative Adversarial Networks. Alors, ce programme qui est combiné avec des outils de piratage existants, bien sûr, hein, les pirates sont là, ils font avancer la science dans la cybersécurité. Figurez-vous que ce programme n'a pris que quelques minutes pour craquer plus d'un quart des mots de passe des 43 millions de profils LinkedIn. Vous vous rendez compte? Alors, sur le tableau, rapidement, hein, si vous voulez, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, on voit, je prends quelques mots avec la longueur du mot de passe. Quand un mot de passe a 3 caractères et s'il a uniquement des chiffres, le décodage c'est instantané. 4, c'est toujours instantané. 5, si c'est mélangé avec l'alphabet, c'est 3 secondes. C'est 10 secondes s'il y a un mélange avec des caractères spéciaux, etc., etc. Et vous voyez que même l'intelligence artificielle, malgré tout, si on utilise les mots de passe, normalement, on est encore protégé pendant quelques siècles. Parce que là, on est à des milliards, 5 milliards d'années pour le 14, et ensuite du million de milliards d'années. Il y a un dilemme, et je termine avec ça, c'est que on est en train de travailler de plus en plus sur l'identification biométrique. Donc le visage, l'iris, ça se fait. L'iris, par exemple, si vous allez à Dubaï, on vérifie votre iris. Et si votre iris n'existe pas, bon bah on enrichit la base de données, leur cloud local, l'empreinte digitale bien entendu, et bien d'autres choses encore. Bah, figurez-vous qu'il y a un dilemme. Parce que le problème, c'est que si jamais le biométrique est compromis, ben, on ne pourra pas le remplacer. Par contre, le mot de passe, si, on peut le remplacer. Imaginez que l'accès à quelque chose de très très important ne soit protégé que par la biométrie et que pour une raison ou pour une autre, imaginez qu'il n'y a qu'une seule personne qui accède à un data center et que cette personne, on est paramétré son iris ou son visage ou son empreinte et que celle-ci est compromise, c'est terminé, c'est foutu. Donc il y a un dilemme, il y a un travail qui est en train de se faire pour voir comment on peut faire à ce niveau-là. Et en fait, ça nous rappelle, il faut faire très attention, qu'on ne peut pas tout donner à l'intelligence artificielle. Et voilà, je termine. Mais de toute façon, tout ce que j'ai passé là, je peux vous le donner. Il y a des notes là que j'ai pris que je vous donnerai. Et puis surtout la prospective que j'ai mis là, qui est déjà plus ou moins réelle. C'est une maison qui est prise en charge par l'IA et par le cloud, parce qu'elle est interconnectée. Et vous voyez un peu tout ce que peut faire le cloud et le computing si on le laisse faire. C'est quelque chose que je laisse d'ailleurs, et je suis prêt donc pour vos questions. Et merci. Merci beaucoup, Monsieur Kahlan, pour la finesse de votre intervention. Et ça sera aussi sympathique de partager, comme vous venez de le dire, votre présentation avec nous, afin qu'on la partage à notre tour avec nos collègues. Donc, je pense qu'on peut arrêter le partage, si vous le permettez, Monsieur Kahlan, et passer à réactiver la cam. Voilà, réactiver la cam pour la partie questionnement. D'ailleurs, nous en avons plusieurs. Alors,
Première question, ou plutôt remarque de notre collègue Mehdi, une petite mise à jour. L'OMPL Celtic est repassé civil sous l'autorité de la présidence en 2020. Non, désolé. Désolé de contredire Mehdi, mais non, c'est pas vrai. Alors, Allô, allô? on vous écoute, monsieur Khaled, Alors, hein. oui, non, il est toujours au niveau d'une structure, au niveau du MDN. En fait, c'est son directeur général qui lui était civil, qui lui dépendait du ministère de la Justice, qui a été appelé après l'élection du président de la République. Il a été appelé au niveau de la présidence de la République. Il est actuellement conseiller au niveau de la présidence. Mais la cellule est toujours au niveau du MDN. Elle n'a absolument pas changé de tutelle. C'est uniquement la personne qui a été, elle, qui est maintenant au niveau de la présidence. Merci pour les précisions. Alors, prochaine question d'ordre juridique de notre collègue Amin. La recevabilité du mail devant un tribunal avec ou sans nom du domaine. Avec où, pardon? Avec où? Avec ou sans le nom du domaine. J'ai pas très bien compris. La recevabilité du mail avec ou sans nom de domaine. Exactement, devant un tribunal. La recevabilité du mail devant un tribunal, est-ce qu'elle se fait avec ou sans le nom du domaine? Bon, la procédure, elle est très simple. Elle est internationale d'ailleurs. Vous ramenez donc un mail. Évidemment, il va être dans un premier temps sur papier, d'accord. S'il est déjà en langue arabe, bah, tant mieux, vous le donnez tel quel. S'il n'est pas en langue arabe, vous êtes obligé de traduire, parce que la justice travaille qu'en arabe. Et vous devez donner tous les éléments pour pouvoir accéder à l'endroit où stocker le mail. Et si vous avez perdu l'endroit où stocker le mail, d'ailleurs la messagerie, le mail forcément est stocké dans une messagerie, il va falloir, à ce moment-là, ça devient un peu plus compliqué, plus difficile, parce qu'il va falloir ramener toutes les preuves pour authentifier le mail. Parce que pour authentifier le mail, c'est quoi? C'est rentrer dans la messagerie, soit la vôtre si le mail vous a été adressé, soit celui qui l'a envoyé, donc l'expéditeur, et les experts, que forcément le tribunal aura besoin de nommer un expert ou des experts pour vérifier et authentifier le mail. Donc forcément, le nom de domaine forcément doit être spécifié parce que on doit absolument authentifier le mail. Et pour l'authentifier, on doit aller le chercher de là où il est stocké numériquement. Et comme j'ai dit, s'il n'est pas stocké, il va falloir ramener des preuves comme quoi il est effectivement authentique. On peut éventuellement solliciter, s'il a été effacé, on peut solliciter l'hébergeur en espérant, en croisant les doigts, que l'hébergeur ait des stockages. Bon, si c'est un hébergeur connu comme ceux que tout le monde utilise, Gmail, Microsoft, Yahoo, etc., bon, il y a de fortes chances pour qu'ils puissent y avoir accès parce qu'ils sont obligés de tout stocker. Ça, c'est une loi américaine qui le fait. Bon, bah, ils s'en servent de ces données-là. Par contre, si c'est une messagerie propriétaire, là, vous dépendez uniquement du bon vouloir et de la bonne gestion de l'administrateur système ou l'administrateur de la base de données ou messagerie de votre hébergeur. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Très bien, donc prochaine question de Horia. Comment vous voyez le futur, ou plutôt le démarrage du projet MFS, avec toutes les contraintes d'ordre politique en premier lieu, et en particulier avec la conjoncture actuelle liée à la crise sanitaire? Alors, il y a quelques coupures. Le projet s'appelle comment déjà? Projet MFS. MSN. MFS. MSS. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que. Alors, c'est le projet MFS. Est-ce que vous me dire? C'est le projet MSS. F comme Friday. MFS.
Exact, monsieur. Mais c'est un projet algérien ou je vois pas ce que c'est du tout. Donc, je préfère que Houria, qui a posé la question, nous apporte plus de précision. En attendant, prochaine Et question de notre collègue. à ma place, moi connais le management investment management system Je pense que à ma Houria fait place. allusion à Bon, mais bon, je vois pas. Mobile Finance Service, monsieur Kahlan. Ah, je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être propre, ça doit être propriétaire à des opérateurs peut-être des opérateurs téléphoniques, télécommunications. Ça doit être assez privé. Donc, je ne vois pas du tout ce que c'est. Ça a un rapport Alors, avec l'intelligence artificielle ou la cybersécurité? je ne saurais répondre à cette question, monsieur. Je préfère qu'on traite la Ben, si elle prochaine peut question. préciser sa question, voilà, allons-y, oui, bien sûr. Voilà, prochaine question de notre collègue OGT. Est-ce que Prolog est un outil de l'intelligence artificielle? Si oui, est-ce qu'il est recommandé pour le développement? Oh là là. Alors, Prolog, c'est un outil de développement, effectivement, utilisé dans le développement de systèmes experts et qui est très utilisé, bien sûr, dans l'intelligence artificielle. À partir du moment où il y a un système expert, les outils de développement d'intelligence artificielle sont utilisés. Prolog, programmation logique, logical programmation, quelque chose de ce goût-là, qui est un vieux quand même, hein, c'est un vieux logiciel. Hein, ça me ramène à l'époque où j'enseignais à l'école militaire polytechnique. Mais maintenant, il y a d'autres outils non procéduraux qui font ça au plus haut niveau, tellement au plus haut niveau que ce n'est plus les êtres humains qui programment, comme je l'avais dit tout à fait au début, c'est les machines qui le font. Mais Prolog a été évidemment le précurseur pour tout le reste. Hein, et disons, c'est un peu le premier niveau de programmation. Voilà. Alors, question de Soumia. Comment les opérateurs télécoms en Algérie pourront contribuer au développement de l'IA? Aussi, la vision de l'ARPCE par rapport à l'IA, son utilisation, généralisation dans notre vie quotidienne. Oui, bah, comme je l'avais dit tout à l'heure, forcément, les opérateurs télécommunications, mobiles en particulier, mais même Algérie Télécom, mais surtout les mobiles et surtout les multinationales, euh, utilisent l'IA à travers les outils qu'ils ont pour le marketing par exemple, pour la communication. Il y a déjà des chatbots, hein. Il y a déjà une IA qui vous répond quand vous appelez, quand vous sollicitez les opérateurs mobiles. Soit vous les sollicitez directement phonique, soit vous les sollicitez à travers les sites web, ou enfin à travers un accès en ligne. Si vous les accédez en ligne pour une question, vous avez un chatbot. Le chatbot, c'est de l'intelligence artificielle, hein. C'est un moteur IA qui est là et qui utilise donc d'abord une base de données qui est enregistrée, mais de plus en plus, en faisant du deep learning, il s'enrichit de vos questions, il s'enrichit de ce que vous donnez comme information. Il va alimenter sa base de données, ce qui fait que vous, quand vous passez, si quelqu'un d'autre passe juste après vous, il pose à peu près les mêmes types de questions, et que finalement, parfois, vous pouvez donner des réponses. Quand vous posez des questions, vous pouvez donner des réponses. C'est comme ce que je viens d'avoir là maintenant. On me demande ce que c'est qu'un MFS. Si j'avais la personne en ligne, j'aurais dit bon ben je sais pas ce que c'est. Et la personne m'aurait dit oui, mais elle aurait dit bah ça veut dire voilà. Et donc cette information-là est prise en charge par l'IA de l'opérateur mobile. Et moi je sais que les opérateurs mobiles, surtout multinationales, utilisent ce type de matériel. Pourquoi? Bah tout simplement parce que leur maison mère sont déjà au fait de cet équipement pour être plus performant, avoir plus de clients et tout simplement pour mieux communiquer avec ses clientèles. Et donc ils sont obligés d'aller dans ce domaine-là. Et donc ils acquièrent ces outils d'une manière automatique, bien sûr qu'ils les utilisent. Maintenant pour la RPCE, l'autorité de la poste et de communication électronique, elle est en train de suivre. Je dois dire que avec cette pandémie, et je suis très content de le dire parce que, comme dit l'adage, à toute chose malheur est bon, avec cette pandémie, elle a bousculé tout le monde.
Et du coup, le numérique est devenu pratiquement la chose à comprendre et à avoir, à maîtriser à tout prix. Et comme par miracle, moi je suis vraiment très content et très heureux que ça aille dans ce sens-là. Toutes les institutions qui jusqu'à présent sommeillaient, quelques-unes même dormaient à point fermé, elles sont réveillées. La RPCE par exemple, elle a un autre site, elle a un site web qui est fantastique, il est beaucoup plus sympathique, il est beaucoup plus avenant, et donc vous accédez, il y a de l'information et on arrive à intégrer les nouvelles technologies en assistant aux séminaires internationaux. Évidemment, ça c'est le fruit de la pandémie, c'est que maintenant on n'a plus besoin de se déplacer. Donc les institutions, les membres des institutions sont capables maintenant d'assister aux séminaires, aux webinaires internationaux sans se déplacer. Avant, ils se déplaçaient, ils perdaient du temps. Très souvent, il se pourrait qu'ils n'assistent vraiment pas. Et vous savez un peu comment ça se passe, où ils n'assistent que le premier jour, après ils n'assistent plus. Maintenant, ils sont bien obligés. Ça se fait en ligne et donc les choses vont dans le bon sens. De ce côté-là, vraiment, bravo pour monsieur ou madame coronavirus. Voilà, pour revenir à la question de notre collègue Houria sur MFS, donc par MFS, elle voulait dire paiement par mobile. Ah, d'accord. Paiement par mobile. Et donc, elle a utilisé un acronyme. Cet acronyme, je ne le connais pas. Donc, Mobile Finance Service. Pardon? Mobile Finance Service. Ah, Mobile Finance Service. OK. Maintenant, je comprends. Voilà. Donc, ensemble, la question, c'est comment vous voyez le futur, ou plutôt le démarrage de ce projet, avec toutes les contraintes d'ordre politique, en premier lieu, et en particulier avec la conjoncture actuelle. Bon, d'abord le mobile payment a déjà démarré. Hein. C'est vrai qu'il a été annoncé plusieurs fois, et pour les raisons que l'on connaît, tout le monde connaît plus ou moins, volonté politique, l'infrastructure qui n'est pas prête, la connexion, la sécurité, la régulation, la réglementation. Hein, il ne faut pas oublier que la loi n'est sortie pour les e-commerce n'est sortie que en 2018. Les textes d'application n'ont commencé à sortir que dernièrement, je crois que c'était en septembre. N'empêche que, bon, techniquement, on était prêt. La SATIM au niveau technologique, au niveau infrastructure, elle est prête depuis longtemps. Elle a même fait les mises à jour et l'upgrade qu'il faut. Donc, de ce côté-là, elle est prête. La géomonétique, donc ce groupement économique qui rassemble toutes les banques et les institutions financières, lui est également financière. Il y a même la Poste qui l'a rejoint dernièrement, parce qu'avant la Poste était à part, hein, il y avait Dahabia qui n'était pas compatible avec la CIB. Maintenant c'est fait, Dahabia et les deux sont compatibles. Il y a déjà des tests qui sont faits pour l'utilisation de code, donc de QR code pour éventuellement payer directement avec le mobile. Il y a des applications qui commencent donc à utiliser à travers le smartphone. On a par exemple actuellement Belizimob, avec lequel vous pouvez faire des virements. Vous pouvez éventuellement payer à travers le Belizimob. Donc le paiement mobile est en train d'être mis en place. Les choses sont en train d'avancer. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Question de Mohamed. L'intelligence artificielle est créatrice ou destructrice d'emplois? Et créatrice comment? Alors, ouais, très bonne question. Ça, c'est la question classique qu'on pose chaque fois que la technologie avance. Évidemment, quand la technologie avance, on a peur parce que forcément, elle bouscule des habitudes, elle change les réflexes. Elle change les réflexes et elle change des métiers. Et donc, forcément, si on fait rien pour se préparer, elle est effectivement destructrice de métier, forcément. Par contre, si on la prend en charge et si on anticipe et surtout si on fait tout simplement suffisamment de veille pour voir comment les autres pays la prennent en charge, c'est absolument pas un danger. Bien au contraire, elle fait avancer son monde est généralement en diapason avec toutes les technologies qui sont en train de se faire. Donc, elle ne fait disparaître que les métiers qui étaient déjà sur le point de disparaître. Sinon,
les métiers qui sont déjà bien ancrés, qui ont pris en charge, qui ont anticipé, qui ont incorporé la technologie et l'intelligence artificielle, bien au contraire, elle en crée beaucoup plus qu'elle en détruit, tout simplement parce que vous avez maintenant, la pandémie a été un accélérateur, hein, il n'y a rien à dire là-dessus, mais vous avez les métiers du cloud, le métier du cloud computing, les métiers de ERP et le métier en ligne, qui maintenant se fait d'une manière automatique. Il y a maintenant des technicités, des technologies particulières, spécifiques, qui sont développées pour un travail en ligne. Et la pandémie, comme je l'ai dit tout à l'heure, a accéléré ça d'une manière extraordinaire. Donc, on ne peut pas dire que ça détruit, autant que ça en crée beaucoup plus que ça en détruit. Et il est beaucoup plus facile d'en créer, de rattraper le coup, surtout chez nous. Surtout chez nous, où tout est à faire et tout à créer. Et puis nous avons, avec 35%, 70% de jeunes moins de 35 ans, vous comprenez très bien qu'à ce niveau-là, les métiers qui sont touchés, et c'est ceux qui sont au-delà de ceux qui ont plus de 70 ans, quoi. Et ceux-là, bon, ils sont déjà prêts à partir à la retraite, où là, leur métier risque de ne pas être touché parce qu'ils ne sont pas dans l'intelligence artificielle, tout simplement. Question de Ahmed. Quel serait le futur de l'IA en Algérie? Est-ce qu'une start-up algérienne pourrait-elle réussir à concurrencer les entreprises leaders dans le domaine? Bon, ben il y a déjà un travail. J'ai commencé d'ailleurs pour vous montrer la photo de la jeune étudiante de ça qui fait un travail, mais il y a pas que ça. L'année dernière, figurez-vous que c'est un groupe de jeunes adolescents, plus âgés, ils devaient avoir 17 ans, qui a gagné le concours international, je crois que c'était à Singapour, de robotique. Or, tout le monde sait que la robotique, c'est de l'intelligence artificielle. C'est le moteur, c'est l'intelligence artificielle. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on peut être au niveau de ce qui se fait un peu partout dans le monde à travers nos jeunes, à travers nos étudiants. Et de ce côté-là, nous n'avons absolument rien à envier. Bien évidemment, au niveau fondamental, au niveau universitaire, au niveau académique. Maintenant, si on parle au niveau production, au niveau application réelle, j'ai cité tout à l'heure les drones. Évidemment, là, on a beaucoup à apprendre, forcément, parce qu'on n'est pas encore au niveau de produire, de développer aussi quelque chose aussi complexe, aussi sophistiqué qu'un drone qui est géré, par exemple, par l'intelligence artificielle. Nous en faisons, mais au niveau universitaire, recherche universitaire, mais généralement, c'est des drones mono-application. C'est pas des drones comme ceux qu'utiliseraient les États-Unis ou les Européens pour faire de l'agriculture de précision ou pour faire de la cartographie automatique ou autre. Voilà. Mais au niveau formation, nous sommes très bons. Il n'y a rien à dire. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à fixer les gens que nous formons, les jeunes que nous formons. Nous n'arrivons pas à les fixer. Vous connaissez les raisons. Et c'est quelque chose de beaucoup plus profond, évidemment. Question de Myriam. L'IA est fortement liée à l'homme. Si l'être humain en fait bon usage, elle restera saine. Sinon, y a-t-il lieu de préciser que les backdoors sont installés sur ces machines? Oui, alors ça c'est la cybersécurité en fait. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, les backdoors, c'est jamais prouvé jusqu'au moment où Edward Snowden est sorti avec les révélations que l'on connaît et le livre qu'il a écrit. que je vous conseille d'ailleurs, je vous invite à lire, c'est un livre extraordinaire. Et il y a plusieurs vidéos d'ailleurs où il est interviewé, où il faut vraiment le suivre. Hein. Ben, Snowden a montré que la NSA, ou tous les services de sécurité en fait américains, hein, la NSA ou la FBI ou la CIA, étaient de connivence. Hein, avant on se doutait, maintenant on est sûr. Avec tous les producteurs et les GAFAM, hein,
les Google, les Amazon, les Facebook, les Microsoft, et qui donc, il leur permettait, il leur donnait des backdoors, vous l'avez bien dit, donc des portes dérobées, des portes que les services de sécurité américains utilisaient pour pouvoir contourner tous les systèmes de sécurité pour protéger les données des uns et des autres. Mais en fait, ils sont partis plus loin. Et Snowden le montre. Ils ont développé des programmes IA, d'intelligence artificielle, pour aller plus loin. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait sauter la baraque. C'est pour ça que Snowden est sorti au grand jour et qu'il a absolument voulu arrêter cela et qu'il l'a dénoncé, parce qu'il y a des programmes spécifiques pour étudier et aller bien plus en avant que regarder la donnée brute. En fait, à partir de la donnée brute, les programmes d'intelligence artificielle, et à travers justement des réseaux neuronaux, sont capables de voir, de parcourir tout le flux d'informations échangées par un citoyen en particulier, et voir non seulement ce que lui, il a chez lui, donc données, photos, vidéos et autres, et messages échangés, il va même plus loin pour voir les personnes avec qui il échange et rentrer chez ces personnes et voir pourquoi il est en contact avec ces personnes et faire un réseau neuronal qui est sous forme d'un graphe extraordinaire, mais ça évidemment c'est la machine qui le fait. Et chaque fois que vous posez une question en langage naturel, la machine va vous répondre instantanément, avec la capacité qu'ont les machines actuellement, pour tout de suite vous dire, par exemple, si telle personne est susceptible, évidemment à l'américaine, est susceptible de poser une bombe le jour où le président de la République américaine, le président des United States, va faire un discours à tel endroit, à tel État ou dans tel pays, etc. Et ça, c'est instantané. Et ces programmes d'intelligence artificielle vont très 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 loin. On pourra en parler une autre fois, mais c'est fantastique. Et puis il y en a plusieurs. Ils sont spécialisés, chacun dans son domaine. Il y a le domaine terrorisme, il y a le domaine économique, il y a le domaine diplomatique, il y a le domaine de recherche donc académique pour essayer de voler des brevets, de voler des inventions. Vous savez, une grande guerre actuellement entre les États-Unis et les Chinois, bien entendu. Les Chinois font de même aussi, bien entendu. Mais c'est pour ça que les Chinois ont leur propre Facebook, ils ont leur propre WhatsApp, ils ont leur propre LinkedIn. Donc évidemment pour essayer d'endiguer tout cela. Mais ça ne les empêche pas d'utiliser les mêmes outils. Donc ne vous inquiétez pas, ce sont des choses qui se font. Malgré que Snowden ait dénoncé cela, ça continue d'une autre manière. Et ça marche très très bien. Donc ça existe. Dernière question de Lina. Quelles sont les caractéristiques d'un programme d'IA performant et durable? Performant et durable. Ouh là là, c'est une question très large. Alors, je dis qu'il faudrait qu'il soit capable de faire du deep learning, tout simplement. Il faudrait qu'il soit capable, non seulement capable d'apprendre lui-même, mais créer des réseaux neuronaux, c'est-à-dire simuler absolument d'une manière à l'identique tout ce que fait le cerveau humain d'une manière naturelle. Et de plus en plus d'ordinateurs le font. Si un ordinateur a battu le jeu de Go, AlphaGo E, c'est pas tout simplement en faisant du learning classique. C'est que là, c'est bon. Il fait du deep learning avec création de réseaux neuronaux. Donc, il suffit tout simplement que la caractéristique de ce programme IA soit capable de faire du deep learning. Voilà. Très bien. Donc, Monsieur Ali Kahlan, consultant formateur, vice-président du Cercle d'action et de réflexion pour l'entreprise. Encore merci pour votre intervention. Merci. Merci à tous d'avoir assisté à ce direct. Je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Kahlan. Écoutez, il faudrait faire très 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 attention. J'ai parlé de la cybersécurité parce qu'en fait, c'est lié. Les pirates utilisent l'IA, comme je l'ai dit, du matin au soir. Et sont capables d'aller beaucoup plus vite que les meilleurs développeurs de protection. Donc, attention à vos smartphones. N'acceptez rien sans savoir exactement ce que vous faites.
désactiver tout ce qui peut être désactivable, désactiver les GPS, désactiver le partage d'informations avec les applications. C'est vrai qu'il y a des applications qui vous disent si jamais vous n'acceptez pas le téléchargement, ben vous l'aurez pas. Que en acceptant, vous allez leur donner l'accès à votre microphone, à votre appareil photo, à vos contacts. Faire très attention. Ne faites ça, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire. Sinon, évitez ça comme la peste. Et attention, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Et ça m'est déjà arrivé. Donc, ça arrive vraiment à tout le monde. Et je vous remercie et puis à très bientôt. Merci beaucoup. On vous dit au revoir. Au revoir et au prochain rendez-vous, Inch'Allah. Voilà. Merci, au revoir tout le monde et à très bientôt. Au revoir, Merci, Sadiane. monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir.